l'oppression est une chose que nous ne pouvons pas tolérer aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Il faudrait que nous ayons des états de droit en Afrique. Bonjour très chers fidèles téléspectateurs, merci de nous retrouver dans ce premier épisode de l'Éveil d'Afrique. Nous allons parcourir dans cette émission l'actualité politique africaine et recevoir des leaders africains pour commenter cette actualité. Et dans la dernière partie, nous recevrons un scientifique africain d'origine camerounaise qui nous parlera de la fièvre d'Ebola. Le premier pays où nous allons faire le tour, c'est le Burkina Faso. Là-bas, il s'est déroulé une très grande manifestation le 31 mai dernier où les populations réclament un changement et souhaitent que M. Blaise Compaoré ne touche pas à leur constitution afin de se maintenir au pouvoir. Nous allons recevoir M. Souleymane Ouedraogo qui nous vient du Burkina Faso, qui a participé à cette manifestation et qui est l'un des activistes et aussi grand musicien connu qui essaye de militer afin que le Burkina Faso puisse recouvrer sa liberté. Et enfin, nous allons essayer de voir dans la dernière partie ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où l'ancien président Laurent Gbagbo a été inculpé, confirmé dans ses charges par la CPI. Merci. Oh oh oh, même si c'est dur, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, 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 ça va aller. La main de Toumba, Chiki Papa, laisse filer une balle, par ce simple accident de travail. Voilà Dadis à l'horizontale, mais bon ça va aller, il s'en est tiré, il a eu plus de chance que Ndadaye. Merci. Dans cette première session de l'épisode, nous allons partir au Burkina Faso en compagnie de M. Souleymane Ouedraogo, un grand activiste et musicien qui milite dans le mouvement Balai Citoyen et qui essaye d'apporter un changement à ce pays qui est dirigé par M. Blaise Compaoré depuis presque 26 ans. Alors, merci M. Ouedraogo de nous rejoindre en studio aujourd'hui. Alors, bonsoir Farida et je salue tous les auditeurs ou tous les téléspectateurs, je ne sais pas bien, qui sont à l'écoute actuellement. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir dans notre émission. Oui. Et vous étiez à la manifestation du 31 mai dernier. Une manifestation où, comme on a pu le constater en image, a drainé une foule immense au stade du 4 août. Pouvez-vous nous dire un tout petit peu quelle était l'atmosphère et ce pourquoi les Burkinabés étaient sortis aussi nombreux pour manifester? Eh bien, le peuple burkinabé, après 27 ans de pouvoir dictatorial et sans partage du président Blaise Compaoré, en a marre et ne veut surtout pas que le président Blaise Compaoré dépasse le cap de 2015 qui, sur le plan constitutionnel, est vraiment la fin de tout ce cumul de mandats qu'il a fait depuis donc 27 ans. Et donc le peuple burkinabé, à travers l'opposition politique, à travers la société civile, notamment le Balai Citoyen au sein duquel je milite, s'est mobilisé pour donc remplir le plus grand stade du Burkina Faso, 35 000 personnes le 31. Et ensemble, on a dit non à la modification de l'article 37, non à un référendum justement pour modifier cet article 37, non au mandat à vie. Et là, on est déterminé à ce que le président Blaise Compaoré quitte le pouvoir en 2015. D'accord. À ce que nous aurons reçu, d'après les informations que nous aurons reçues, le référendum a pour but en fait d'implanter un Sénat, n'est-ce pas? En réalité, le référendum que le parti au pouvoir, en tout cas le parti qui soutient Blaise Compaoré veut faire, ce référendum vise à permettre donc à ce que l'article 37, c'est-à-dire on a un article dans notre constitution qui dit que les mandats sont de 5 ans et uniquement 2 fois. Et donc ce référendum vise donc à faire en sorte qu'il n'y ait plus de limitation.
Et nous disons non, ce référendum ne peut pas se tenir parce que notre constitution est très claire. Notre constitution dit que un référendum doit être de portée générale, doit avoir un intérêt pour la population de façon générale. Alors que un référendum pour sauter la limitation des mandats ne profite qu'à une seule personne sur les 16 millions de Burkinabés. Et c'est pour cela que nous disons non, ce référendum n'aura pas lieu, ce référendum ne peut pas avoir lieu. Et le Sénat, ça c'était, je dis, une autre stratégie que le pouvoir avait voulu utiliser entre-temps pour justement faire en sorte que la limitation n'ait plus lieu, mais en passant uniquement par l'Assemblée nationale et le Sénat. D'accord. Mais Monsieur Ouedraogo, pensez-vous que les manifestations seront suffisantes pour faire changer de plan à M. Blaise Compaoré? Et non, je ne crois pas que les manifestations seront suffisantes parce que ce pouvoir nous a habitués depuis qu'il est là à ne réagir que sous le coup de la force, sous le coup des rapports de force. Et donc, les manifestations ne suffiront certainement pas. C'est pour cela que nous envisageons plusieurs stratégies, notamment au niveau du Conseil constitutionnel. Nous essayons de faire en sorte que les juges invalident donc le référendum pour qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, on dise que non, ce référendum est anticonstitutionnel, il ne doit pas avoir lieu. Deuxièmement, à l'Assemblée nationale, puisque le projet de loi pour faire le référendum doit passer à l'Assemblée nationale, aussi à l'Assemblée nationale, nous militons pour que les députés votent non à la tenue même, à l'idée même de ce référendum. Et puis, troisième étape, à la CENI. Donc, le comité qui organise les élections, à ce niveau aussi, nous appelons les délégués des partis politiques d'opposition, les délégués de la société civile à démissionner pour faire en sorte que ce référendum n'ait pas lieu. Et si le référendum n'a pas lieu, l'article 37 reste en l'état. Automatiquement, Blaise Compaoré ne pourra plus se présenter en 2015 et il va sortir par la petite porte ou par la grande porte, ça dépend de lui. Mais dites-nous, Monsieur Ouedraogo, nous aurons appris que l'un des juges de la Cour constitutionnelle du Burkina Faso est décédé et beaucoup estiment qu'il fut assassiné parce qu'il se serait opposé également à l'idée d'un référendum pour permettre à M. Blaise Compaoré de se présenter l'année prochaine. Est-ce que vous craignez pour votre vie, étant donné que vous faites partie de ces personnes qui est au devant de ces manifestations contre le régime au pouvoir? Effectivement que tous les résistants, tous les activistes craignent pour leur vie parce que ce régime est connu pour être assez sanguinaire. Ce régime est arrivé au pouvoir en assassinant un chef de l'État. Ce régime s'est maintenu au pouvoir en continuant à assassiner tous les opposants qui se sont mis en travers de son chemin. Et ce régime, récemment, donc, vous l'avez rappelé, n'a pas hésité à éliminer, à liquider un juge du Conseil constitutionnel qui n'était pas favorable à la tenue du référendum. Donc, bien sûr, nous craignons pour notre vie, mais nous sommes à un tournant de notre histoire où nous devons nous engager en tant que jeunes, en tant que citoyens, pour que les générations futures puissent hériter d'un pays pleinement démocratique où les droits où les droits de tous sont respectés. Et c'est pour cela que nous sommes en train de nous battre. Nous savons très bien les risques qui sont liés à cet engagement, mais nous n'allons pas nous dérober à donc, ce devoir historique qui nous appelle. Merci beaucoup, Monsieur Souleymane Ouedraogo. C'était un plaisir de vous avoir reçu et merci pour ce message fort, encourageant et plein d'espoir. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et nous espérons vous recevoir encore une fois dans notre émission. Bonne chance et bon courage à vous. Merci à vous de nous donner l'opportunité de partager avec le monde entier les informations que nous détenons. Merci encore. Je vous en prie. Merci, chers fidèles téléspectateurs. C'était M. Souleymane Ouedraogo depuis le Burkina Faso. Nous allons continuer cette émission en recevant... Chers amis fidèles téléspectateurs, nous allons recevoir M. Topla, qui est le président du Côte d'Ivoire Coalition. Il est présentement basé en France, il est franco-ivoirien et milite depuis les premières heures de l'arrestation du président Laurent Gbagbo pour sa libération. Bonsoir, M. Topla, merci de nous retrouver dans l'éveil d'Afrique. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, Laurent Gbagbo sera bel et bien jugé par la Cour pénale internationale. Hier, 2 juges sur 3 ont décidé de confirmer les charges contre lui. Il sera traduit pour crime contre l'humanité. Et nous allons essayer d'élucider avec M. Topla ce que cela implique juridiquement et politiquement pour la Côte d'Ivoire et pour Laurent Gbagbo plus précisément. Alors, M. Topla, dites-nous, que pensez-vous de la décision de la Cour pénale internationale de confirmer les charges contre le président Laurent Gbagbo? Vous savez, je vous remercie pour la question. Vous savez, depuis le début, on pouvait un peu s'y attendre. D'accord. Parce que cette juridiction ne rend pas le droit, ne dit pas le droit. C'est une juridiction politique. Vous imaginez, récemment, j'ai été candidat à la députation européenne. Et pendant ces élections, j'ai fait un débat radio-diffusé. Et parmi l'un de nos débattants, il y avait Maître Jean Benoît. Maître Jean Benoît est un ancien parlementaire européen. Et donc, on a débattu avec lui, avec Jean-Marie Cavada, et puis l'ancien porte-parole de Madame Sco-Morizet à la mairie de Paris. Et à la fin de l'émission, on fait connaissance, comme les invités, on fait connaissance. Et il me dit qu'il va à La Haye pour les affaires ivoiriennes. Donc, ne sachant pas que je suis ivoirien, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe à La Haye? Il me dit qu'il va pour la confirmation des charges dans le procès Laurent Gbagbo contre la République de Côte d'Ivoire, et il est l'avocat de M. Ouattara. D'accord. Et lui, le monsieur qui ne doute pas que je sois ivoirien me dit, mais de toute façon, c'est 60-40. C'est-à-dire, il y a 60% de chances que Laurent Gbagbo soit condamné. C'était le 23 mai. Donc, le vendredi d'avant le vote du dimanche. Donc, vous dire simplement que c'était prévu. C'était déjà dit. C'était déjà prévu, donc il n'y a pas vraiment une grande surprise. Nous prenons ce verdict comme un verdict politique. Le président Gbagbo est à La Haye parce qu'il n'était pas assez obéissant. Parce qu'on ne demande pas à un chef d'État africain de réfléchir. On demande à un chef d'État africain de servir la France, d'exécuter. Donc voilà son tort. On parle de crimes contre l'humanité, mais c'est un crime de non-obéissance. Alors, monsieur Topla, vous savez, l'année dernière, la Cour avait pourtant trouvé les preuves avancées par Madame le procureur, Madame Bensouda, insuffisantes pour confirmer les charges contre le président Laurent Gbagbo. Elle a bénéficié d'un an de sursis pour revenir avec des éléments plus convaincants. Que pensez-vous aurait permis à Mme Bensouda d'obtenir plus de preuves en un an qu'elle n'en fut en mesure d'en obtenir de 2011 à 2013? Oui, mais votre question porte en elle-même les germes de la confusion qui règne dans cette juridiction. Le doute doit profiter à l'accusé. Celui qui accuse arrive, il n'a pas assez de preuves. Et on dit, vous l'accusez, restez en prison, donnez-nous quelques jours pour qu'on trouve les preuves contre vous. Il y a longtemps, le président Gbagbo aurait au moins pu bénéficier d'une liberté provisoire le temps que le procureur apporte les preuves. Mais contre toute logique, le président Gbagbo est obligé d'attendre dans sa cellule que Mme Bensouda apporte les preuves. Malheureusement, encore aujourd'hui, vous savez, il y a 3 juges dans la chambre préliminaire. Il y a une juge qui émet une opinion dissidente, la juge belge. Et elle explique dans le premier paragraphe de son document qu'elle rend en public: je suis dans l'incapacité de suivre mes collègues quant à leur décision de confirmer les charges contre Laurent Gbagbo sur la base de l'article 25.3 A et B et D pour des raisons expliquées dans cette opinion. Je suis d'avis que les preuves restent insuffisantes. C'est-à-dire, après un an, des 3 juges, il y a une qui soutient, comme depuis le début, que les preuves sont insuffisantes. Ça veut tout dire. D'accord. Alors, ma prochaine et dernière question, M. Topla, c'est
what's next, comme on le dit aux États-Unis. Quelles seront les prochaines étapes de ce combat juridique, de cette bataille juridique entre le président Gbagbo et la CPI? Et quelle peine risquerait-il s'il venait à être trouvé coupable de ces accusations? Vous savez, quand vous parlez de bataille juridique, non, on est dans une bataille politique. D'accord. Vous savez, c'est le gouvernement de M. Sarkozy qui a saisi la CPI pour activer le transfèrement du président Gbagbo à la CPI. Et le président Gbagbo l'a dit à la séance de mise en l'état. C'est la France qui a fait le travail. On n'est pas dans un procès juridique, on est dans un procès politique. Donc, face à la détermination... Politique, certes, mais quand même, ça se fait dans un cadre juridique. Ça, on ne pourrait pas le nier. Oui, c'est un habillage. C'est un habillage. C'est vraiment un habillage. Vous savez, le président Gbagbo l'explique, la façon dont il a été transféré depuis Korogo, en dépit de ses droits. C'est le premier procès où le doute ne profite pas à l'accusé, où il n'y a pas de vice de forme. D'accord. On a l'impression que tout est fait pour l'éloigner. Et aujourd'hui, on avance des dates fantaisistes quant à la tenue de ce fameux procès. C'est-à-dire, on va tout faire en sorte que Ouattara finisse son premier mandat et qu'il entame le deuxième mandat pour ne pas qu'il soit gêné. Je vois. Malheureusement, un mauvais coup porté à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le seul regret. Merci. Merci beaucoup, M. Topla. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Chers fidèles téléspectateurs, c'était M. Topla, président de Côte d'Ivoire Coalition, un grand militant qui œuvre pour la libération du président Gbagbo. Nous vous remercions d'avoir passé cet instant avec nous. Merci très chers fidèles téléspectateurs de nous avoir été fidèles jusqu'ici. Bienvenue dans notre partie société. Comme prévu, nous allons recevoir un grand scientifique africain d'origine camerounaise. Il est enseignant à Boston University dans la division des études microbiologiques, si nous ne nous trompons pas. Alors le nom c'est Dr Jean-Bosco Tagne. Merci Dr Jean-Bosco Tagne de nous recevoir dans notre émission L'éveil d'Afrique. Merci de l'invitation. Le plaisir est pour moi d'être en train d'échanger un sujet scientifique aussi poignant avec vous. D'accord. Nous allons parler de cette fièvre ou bien de ce virus qui sème la terreur en Afrique depuis des années et plus précisément quelques mois à cause d'une épidémie relevée en Guinée et au Libéria. Il s'agit de la fièvre d'Ebola. Alors nous allons essayer d'obtenir votre point de vue scientifique pour essayer de comprendre mieux le sujet. Donc, la première question que j'aurais à vous poser, Dr Tagne, c'est comment définirez-vous la fièvre d'Ebola à une personne qui ne s'y connaît pas trop en microbiologie et en sciences? Oui, tout d'abord, laissez-moi corriger un peu l'introduction. Je suis professeur de médecine à Boston University School of Medicine. D'accord. Je suis au département pulmonaire, maladies pulmonaires, et comme vous l'avez si bien dit, oui, je suis un microbiologiste aussi. D'accord, merci. Merci pour la précision et la correction. Alors, nous allons revenir à la question. Oui, donc, pour revenir à votre question, comment définir la maladie d'Ebola, elle est très simple. On en a beaucoup parlé. On parle beaucoup des maladies du sida. Et ils ont pratiquement les mêmes symptômes, c'est-à-dire que vous avez une fièvre très aiguë. La maladie d'Ebola, c'est une maladie hémorragique, c'est-à-dire que vous saignez beaucoup, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, à cause du virus. C'est une maladie virale. Et vous vomissez beaucoup. C'est ça les signes et les symptômes. Vous avez un mal à la gorge et vous avez une éruption cutanée. Je ne suis pas médecin, d'ailleurs. Je donne juste les symptômes qui se présentent lorsque vous avez cette maladie. Et c'est une maladie qui attaque le foie. Et on appelle aussi maladie hépatique parce que ça détruit le foie et les reins.
et vous avez une baisse de taux de globules blancs et de ce qu'on appelle les platelets dans le sang. Ça, c'est les différents signes assez aigus pour cette maladie, qui est très ça fait beaucoup de mortelle. symptômes. Ça fait beaucoup de symptômes. Et Beaucoup, quand une personne contracte le virus, combien de temps ça prend pour causer la mort? Quel est le temps Le temps d'incubation du virus d'Ebola est très rapide. Vous pouvez passer de 24 à 48 heures et présenter un signe très aigu de la maladie, parce qu'elle est très rapide et comme tout virus, dès qu'elle vous attaque, elle s'installe très vite et passe dans un système systémique, c'est-à-dire que dans le sang, et c'est justement ça qui cause les hémorragies que les uns les autres ont en moins de 24 à 48 heures. D'accord. Mais que pensez-vous est la cause de cette dernière pandémie, qui sont nées en Afrique de l'Ouest, parce que dans le passé, c'était seulement en Afrique centrale que l'on observait les cas d'Ebola, mais tout récemment, cela a frappé à la porte de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément en Guinée et au Libéria. Que pensez-vous est la cause de cela? Ça, c'est une question formidable. Et laissez-moi vous dire tout d'abord que le virus d'Ebola, à ce que je sache, à partir des études que j'ai faites, qui sont un peu lointaines, a été découvert pour la première fois au Soudan et au Zaïre. Et comme vous le savez si bien, le Soudan n'est pas en Afrique centrale. Ah, d'accord. Donc, okay. Et puis, sous un autre angle, le virus d'Ebola, il y a des souches de virus d'Ebola qui ont été découvertes en Philippines et en Chine. Ça, c'est en Asie. Intéressant. Donc, pour essayer d'éclairer votre public, votre audience, oui, qu'ils sachent que le virus Ebola, ce n'est pas simplement une maladie africaine ou une maladie d'Afrique centrale. Malheureusement, c'est redondant. On entend toujours l'Afrique centrale, Ebola, et ça porte à croire que c'est né là-bas. C'est pour revenir justement sur cette question. Ça a été la même chose avec le virus du sida. Si vous regardez bien l'histoire du virus du sida, on parle beaucoup de l'Afrique parce que ça tue beaucoup en Afrique que dans les autres parties du monde. Mais si vous voulez bien voir la détection du premier virus du sida, ce n'était pas en Afrique. C'était hors d'Afrique. Bon, mais le problème africain est crucial et est sérieux et est réel. Le problème, c'est qu'en Afrique, nous n'arrivons pas à circonscrire les maladies quand elles arrivent. Alors que dans les autres parties du monde, ils essayent, avec leur politique, de circonscrire la maladie et d'essayer de l'éliminer. Vous ne pouvez pas entrer, par exemple, aux États-Unis où nous vivons aujourd'hui avec une tuberculose. Immédiatement, on va vous isoler et on va essayer de finir. Alors qu'au Cameroun, qui est mon pays, par exemple, la tuberculose est partout. On vit avec cette maladie chaque jour. C'est la même chose avec le virus d'Ebola. Qui aujourd'hui, pour vous dire la vérité, n'est plus une simple maladie de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest ou des autres coins du monde, puisque le monde est devenu planétaire. Les gens voyagent partout et le virus d'Ebola est un virus qui est, comment vous dites ça encore, qui est très contagieux. Et imaginez donc un avion d'Air France ou de American Airlines qui atterrit à l'aéroport de Guinée où le virus a été dernièrement prononcé et qui a un malade qui vient aux États-Unis ou qui va en France. C'est sûr qu'il va transporter cette maladie-là aussi bien en France qu'aux États-Unis et ça attaquera beaucoup d'autres gens avant qu'ils ne se rendent compte. Donc, c'est une maladie planétaire, même si elle est circonscrite aujourd'hui. Vous voyez, l'ancien président du Front National, le parti d'extrême droite en France, a dit que l'Ebola est la solution au problème de surpopulation en Afrique. Cela a semé beaucoup de chocs dans la communauté africaine et beaucoup pensent à la théorie du complot. Il y a des gens qui sont convaincus que l'Ebola a été inventé par les Blancs, les Occidentaux plus précisément, pour tuer les Africains. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette théorie du complot ? Vous l'avez si bien dit, vous avez parlé de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est de la politique. Et, tout est politique d'ailleurs. Il
il faut le dire. Même la maladie, le virus d'Ebola est aussi politique. Bon, mais en ce qui me concerne en tant que scientifique, premièrement, je ne crois pas aux thèses de M. Le Pen, qui est un extrémiste. Peut-être parce que je ne suis pas un extrémiste et que je suis un scientifique. Et aussi, surtout sur le plan politique, il faut faire attention de ce qu'on avance. Lui, il souhaiterait justement voir les Noirs, la minorité, être complètement décimée, être détruite parce qu'il ne veut pas les voir en France. Pensez-vous des Africains qui sont convaincus que la maladie a été, ou le virus a été créé pour leur nuire? Et c'est justement là où j'en venais quand je prenais cette thèse de M. Le Pen. Je ne crois pas vraiment que cette maladie a été créée pour nuire. Et je vais vous donner quelques exemples de l'histoire. Parce que parlant de ces maladies, en parlant avec l'histoire, c'est très bien. Je crois que vous avez entendu parler des études de Tuskegee aux États-Unis dans les années 1932 et 72. Ça, c'était concernant la syphilis, par exemple, en Alabama, où on menait des études comment soigner la syphilis, où on a eu deux groupes de malades. Un groupe qui était le groupe des Noirs, justement, qui souffrait de la syphilis, et on avait découvert justement que la pénicilline soignait la syphilis. Alors, on a gardé ce groupe des Noirs-là pour essayer de connaître comment la maladie évolue, la maladie de la syphilis, quand ce n'était pas traité. Et pendant ce temps, on soignait les Blancs qui avaient la syphilis. Et j'ai pris cet exemple-là pourquoi? Laissez-moi vous dire pourquoi j'ai pris cet exemple. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour un groupe, quel qu'il soit, quelle que soit l'extrême pensée de ces gens-là, de pouvoir prendre une maladie ou un virus pour détruire une communauté ou une race. Et je prends cet exemple de la syphilis pour vous dire que le président américain s'est trouvé obligé, après avoir s'être rendu compte de ça, de demander pardon aux Noirs des États-Unis. Et je vous donne un second exemple, toujours pour la syphilis. Malheureusement, nous n'avons plus trop de temps pour parler un peu plus de la syphilis, mais nous avons obtenu votre temps. Nous avons compris votre position. On ne peut pas utiliser un virus pour détruire toute une communauté, d'autant plus que nous vivons dans un monde global où les maladies peuvent s'étendre d'une race à une autre. Ce n'est pas un virus qui est spécifique aux gènes africains. Bon, dans ce sens-là, on peut dire que la théorie du complot n'est pas très valide et merci pour ce point. Mais Dr Tan, vous dirigez la division, si je ne me trompe pas, vous divisez la division des recherches à Boston University sur le virus d'Ebola. Et est-ce que les recherches avancent? Est-ce que nous pouvons espérer dans un futur proche des vaccins ou bien une cure pour cette maladie? C'est extrêmement difficile, mais laissez-moi au moins dire un mot, Monsieur le Président. On a mis sur pied un principe d'éthique internationale, par exemple, pour les différentes maladies qu'on rencontre sur le monde. Donc, je ne pense pas qu'un homme ou un scientifique peut s'amuser aujourd'hui. Et si vous regardez un peu l'histoire, aujourd'hui, on est en train de fermer un centre de recherche au Japon parce qu'ils ont fait des études qui n'étaient pas bonnes sur les cellules souches. Et aucun scientifique ne peut se permettre de prendre un virus et envoyer n'importe où, n'importe comment, parce que ces souches-là sont traçables. Bon, pour revenir à votre question, si vous pouvez la répéter un peu, s'il vous plaît, je me suis égaré. Oui, je voulais savoir, étant donné que vous êtes l'un des directeurs de la division des recherches sur le virus d'Ebola à Boston University, comment est-ce que les recherches avancent et est-ce qu'on peut espérer dans un futur proche des vaccins ou une cure à cette maladie? Juste pour vous dire qu'à Boston University, la recherche sur le virus Ebola a été complètement arrêtée parce que pour faire la recherche sur le virus d'Ebola, il faut avoir une structure qu'on appelle BL3 ou BL4. Donc aujourd'hui, nous avons partout, je suis un principal investigateur qui était prêt à m'impliquer dans la recherche de ce genre de maladie parce que ça attaque beaucoup mon continent. Mais nous sommes en stand-by. Mais je peux parler un peu de la recherche à travers le monde. Et je suis très heureux de dire sur vos antennes que le premier centre de recherche sur le virus d'Ebola se trouve aujourd'hui sur le sol africain, en Afrique du Sud. Et c'est un plaisir de le dire en tant qu'Africain. Mais je peux vous dire que l'avancée pour la recherche sur le virus d'Ebola est très, très lente. Parce que
même dans ces centres-là, on ne connaît déjà pas comment ce virus-là se propage. Et il est extrêmement difficile aujourd'hui de dire quoi que ce soit parce qu'il n'y a même pas de soins. Ça ne se soigne pas le virus d'Ebola, s'il vous plaît, parce qu'on n'a aucun médicament et qu'on sort. Il faut prendre juste des précautions, c'est des mesures préventives. Alors, et la recherche est un peu stagnante là-dessus. D'accord. Alors, sur ce point, quelles sont les précautions, les mesures préventives que vous suggérerez à nos téléspectateurs? La prévention, la première des préventions, c'est l'hygiène personnelle. Et la deuxième des préventions, c'est que dès que le virus s'annonce quelque part, il faut absolument isoler et chercher la provenance du virus. Et le malade, avoir le virus d'Ebola, c'est même pire qu'avoir le sida. Le malade du sida n'est pas isolé, mais tant que vous avez, par exemple, la tuberculose, et aux États-Unis, vous êtes complètement isolé. C'est la même chose avec le virus Ebola. Donc, isoler les malades complètement, isoler la zone où le virus a été énoncé, comme par exemple en Guinée, à moins d'une semaine et qu'on sort en Guinée, on avait trouvé environ 80 cas et en moins de quelques jours, on a eu combien, si je suis clair là-dessus, environ 89% des malades qui avaient cette maladie étaient morts. Je crois qu'environ 60 ou 70 de ces malades-là étaient déjà morts. Alors, quand ils sont morts, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut complètement les enterrer, il faut tout brûler, tout ce qu'ils ont utilisé, et tous les médecins ou tous ceux qui ont été en contact avec eux doivent être extrêmement protégés, ainsi que leurs familles doivent être suivies. Et on doit complètement détruire la souche qui est là, quoi. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, Dr Tagne. Ça a été un immense plaisir de vous avoir interviewé aujourd'hui. Merci pour toutes ces clarifications. Et le message à nos téléspectateurs, c'est quoi? L'hygiène corporelle et surtout éviter les personnes qui ont été contaminées par la maladie. Encore une fois, merci beaucoup. Merci très chers fidèles téléspectateurs. Ça a été un immense plaisir d'avoir partagé ces informations aussi vitales avec vous. Nous vous retrouverons pour sûr la semaine prochaine où nous essaierons d'en savoir un tout petit peu plus sur d'autres maladies qui détruisent le continent africain. C'est un immense plaisir d'avoir été en votre compagnie. Farida Nabourima depuis Sahara TV.